Bonsoir. Donc, je vais vous présenter le livre Admirer de Joël Zask, sous-titré Éloge d'un sentiment qui nous fait grandir. Alors, deux mots tout d'abord sur l'autrice. Joël Zask est prof de philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Elle est spécialiste du pragmatisme et notamment du grand philosophe américain John Dewey. Elle a fait sa thèse sur John Dewey et elle a également traduit un certain nombre de ses ouvrages. Alors, ses centres d'intérêt sont beaucoup la démocratie et les pratiques de la démocratie. Démocratie participative, ce qui est un pléonasme chez les pragmatistes. Et ces réflexions l'amènent à plonger dans des domaines aussi différents que ceux de l'éducation, l'agriculture, l'économie, l'art, les politiques publiques et l'écologie. Alors, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Zoocities, qui est paru en 2020 et qui a été présenté ici même par Christian Vitali et que l'on peut revoir sur le YouTube de Quand la mer. Alors, le livre Admirer donc, est paru aux éditions Premier Parallèle en 2024. C'est un éloge de l'admiration. Joël Zask s'est appuyé sur une enquête qu'elle a faite auprès de personnes de ses connaissances, d'horizons variés, des gens connus et des gens non anonymes. Et elle leur a posé la question « Et toi, qu'admires-tu » Et à partir de ce matériau et de ses propres réflexions, donc elle a élaboré ce livre. Et sur l'admiration, alors qu'est-ce qu'on peut admirer? On peut admirer beaucoup de choses et de personnes. On peut admirer des gens, on peut admirer des œuvres, bien sûr, on peut admirer un savoir-faire, on peut admirer aussi des objets, on peut admirer la nature, le fameux coucher de soleil, par exemple. Donc le domaine de l'admiration est très vaste. Le livre est formé de courts chapitres. Il se lit facilement, mais ce qui n'empêche pas une profondeur et un grand intérêt. Donc s'il se lit facilement, néanmoins, il faut le lire lentement. Alors, mon plan de présentation sera tout d'abord Descartes et l'admiration, parce qu'elle commence par là. Un petit focus sur John Dewey et l'expérience. Ensuite, ce qu'est et ce que n'est pas l'admiration. Puis, l'admiration comme éthique, un certain rapport au monde. Alors, Descartes et l'admiration. Pour Descartes, l'admiration est la première des passions primitives que vit un individu. La première, c'est-à-dire la plus importante. Donc il en parle dans son traité des passions de l'âme. Pour Descartes, les passions, c'est quelque chose qui vient du corps. C'est une espèce de... C'est une perception, une impulsion qui vient du corps et qui remonte à notre âme. Et notre âme, face au spectacle de notre réaction corporelle, elle réagit. Et à partir de là, elle décide de faire quelque chose ou de ne pas faire. Et pour Descartes, il fallait trouver en fait quelle pouvait être la passion qui pouvait permettre de faire des choses bonnes
c'est l'admiration. Alors, l'admiration, c'est une réaction devant un objet que je n'ai jamais vu, nouveau ou particulièrement curieux. Étymologiquement, l'admiration, ça veut dire la surprise. Et alors, elle est importante pour l'âme, parce que l'âme qui est surprise veut en savoir plus, donc elle va chercher à connaître. Et pour Descartes, donc l'admiration, c'est le commencement de toute connaissance. Et les gens qui admirent beaucoup sont ceux qui se savent être ignorants. Ils admirent non pas parce que c'est nouveau, non pas parce que ça leur permet, mais parce que ça leur permet d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà pour Descartes. Donc première grande figure philosophique convoquée par Joël Zask. La deuxième, c'est John Dewey. Donc pour aller plus en profondeur dans ce livre, il est intéressant de faire un petit focus sur la notion d'expérience chez John Dewey, sinon on passe à côté de pas mal de choses. Donc l'admiration est présentée comme faire une expérience. Alors l'expérience, c'est un concept central chez Dewey. Il le développe dans l'art comme expérience. Donc livre que j'ai présenté ici même et que l'on peut voir également voir ou revoir sur le YouTube de Quand la mer. Donc Dewey fait la différence entre le déroulement passif et routinier de la vie et faire une expérience, où le terme faire, le verbe faire, est particulièrement intéressant et prépondérant. Une véritable expérience est une activité, sinon c'est simplement une tâche, voire une corvée. Et l'expérience, c'est le processus constructeur de base de la vie humaine, la brique de base de toute vie. On ne va pas dire que l'individu est celui qui va choisir de faire telle ou telle expérience, mais que l'individu est le produit de ces expériences. Alors attention, ceci n'est pas une évidence ou un truisme, le fait que l'expérience soit primordiale dans la vie humaine. Bien souvent, au contraire, dans la philosophie, mais dans notre vie individuelle, c'est pas ça qu'on privilégie. Qu'est-ce qu'on privilégie? On privilégie une réflexion a priori avec notre logique et notre intelligence, et on décide de faire des choses, et c'est qu'après qu'on les fait. Un moment emblématique, c'est c'est le début de l'année, où on décide de bonnes résolutions. Parce qu'en principe, on ne va pas tenir. Alors, j'ai trouvé chez le philosophe et méditant Fabrice Midal une expression, je trouve, qui éclaire très bien ceci. Fabrice Midal nous dit « La vie, ce n'est pas décider, c'est écouter et expérimenter, essayer. C'est le réel qui nous dit oui ou non. » Alors venons-en à l'admiration proprement dite. Le processus de l'admiration se déroule en 3 temps. Tout d'abord, donc, comme j'ai déjà dit avec Descartes, on est surpris, saisi, donc c'est un acte spontané. Deuxième temps, on éprouve de la joie. Parce que si la surprise est mauvaise, ça s'arrête là. Et troisième temps, on explore, on examine, on cherche à en savoir plus. Et donc ces 3 phases sont constitutives de l'admiration. Et pour une expérience au sens de Dewey, les 3 sont nécessaires. Pour Dewey, une simple émotion ça n'est pas une expérience. Donc il ne faut pas s'arrêter juste au fait d'être surpris et à la joie. Après, on explore, on examine, on cherche à en savoir plus. Alors, l'admiration n'est pas un écrasement,
Donc c'est pas avouer son infériorité devant quelque chose qui va nous écraser. Ou alors c'est un étonnement hors norme, par exemple pour les grands mystères de l'univers, l'infini du cosmos, et ça peut rejoindre le sublime aussi chez Kant. Donc on ne se rapetisse pas, mais on se grandit en fait par l'admiration. L'admiration n'est ni le fanatisme ni la fascination. Ce sont des sentiments connexes mais différents. Le fanatisme, au sens très courant du terme, sans être fan, je suis fan par exemple d'un chanteur de rock, et là le fanatisme c'est on veut consommer, on veut absorber l'objet ou la personne en soi. La fascination c'est l'inverse, c'est on se laisse absorber par l'objet, et ça on peut le voir, l'objet ou la personne. On peut le voir en politique, et les moments où des personnes ont fasciné les foules ont toujours été des moments de catastrophe. Donc c'est de l'adulation et ce n'est pas de l'admiration, nous dit Joël Zask. L'admiration est beaucoup plus écologique, elle regarde ce qui nous est extérieur en le respectant. Elle ne veut pas l'absorber ou le détruire ou se fondre dedans. Donc une figure comme le gourou appelle le fanatisme et la fascination plus que l'admiration. L'adulation, c'est donc le fanatisme ou la fascination, en fait c'est d'abord un amour de soi, parce que c'est par rapport à notre propre image que l'on va d'une certaine manière reconnaître. Alors que l'admiration, elle est rationnelle. Ce n'est pas moi que je recherche. Je fais un geste vers l'autre, je remarque des qualités que je ne vais pas m'approprier, mais je vais m'inspirer pour mener ma propre histoire. Alors, on admire le savoir-faire, mais on n'admire pas le génie. En fait, l'admirer n'est pas un génie au sens où il aurait un don qui le dépasserait et il agirait poussé par une force extérieure inconnue, divine, dont il serait plutôt un exécutant. Au contraire, l'admirer est un travailleur qui essaie, corrige, prend en compte plein d'éléments. Et à ce propos, Joël Zask cite ce que Nietzsche dit du génie dans Humain trop humain. Alors, on admire aussi souvent la virtuosité, mais dans ce qu'on admire dans la virtuosité, ça va bien au-delà d'un don. C'est quelque chose qui nécessite plein d'efforts, d'entraînement, de travail. Donc on doit percevoir quelque chose de personnel dans la virtuosité du geste. Alors l'admiration n'est pas non plus un conformisme. On pourrait se dire, en fait, qu'est-ce qu'on admire ? On admire les figures que la société de consommation veut bien nous présenter. Alors s'il est vrai que il y a certaines choses où certaines personnes sont sujets de l'admiration d'énormément de gens, ce n'est pas pour cela que toutes ces admirations sont identiques. Je peux admirer, par exemple, comme beaucoup, les 4 saisons de Vivaldi. Reste que l'expérience que je vis avec cette œuvre est mon expérience à moi. Elle résonne avec mon histoire, et je sais pourquoi j'admire cette œuvre, parce que je ressens et dont éventuellement je peux parler et partager avec les autres. Donc l'unanimité, en fait, n'est que de surface. Autre point, les causes qui font agir l'admiré ne sont pas importantes. Souvent, nous ne savons pas comment ce que nous admirons est réalisé.
Par exemple, on ne sait pas comment faisait la grande violoniste Ginette Neveu. À ma connaissance, on a certes des enregistrements audio, mais j'ai jamais vu de vidéo la montrant jouer. Mais il n'empêche que on peut quand même tout à fait admirer l'extraordinaire présence de son jeu juste en l'écoutant. De la même manière, on peut admirer Zinedine Zidane, lorsqu'il fait des dribbles. C'est une espèce de chorégraphie extraordinaire, mais en fait, on ne saurait pas dire exactement comment il fait, comment ça se passe chez lui, etc. etc. J'ai aussi Rimbaud et les illuminations. Ce qui m'intéresse, c'est le texte écrit par Rimbaud, c'est pas comment il l'a écrit, même si c'est une question à laquelle je peux m'intéresser. Alors, l'admirateur peut admirer un aspect d'une personne et en réprouver un autre. Il n'est pas un inconditionnel. Je peux par exemple admirer une période d'un artiste et pas une autre. Je peux admirer ce qu'a fait quelqu'un, une œuvre qui a été faite par quelqu'un, mais en même temps, je peux rejeter fortement son comportement. Bon, il y a des exemples emblématiques, j'en citerai un seul. On peut admirer Voyage au bout de la nuit ou Mort à crédit de Céline et être en opposition complète avec son comportement ouvertement antisémite et fasciste. Et c'est quelque chose d'intéressant là. Alors après, bon, chacun voit pour lui-même ce qui est bon et intéressant, mais cette question que on admire, en fait, on peut très bien admirer quelque chose et ne pas admirer autre chose, je pense que c'est intéressant. Alors, dernier chapitre, l'admiration comme éthique, comme manière d'être au monde. Admirer, c'est être en lien avec le monde, c'est se connecter avec quelque chose. Parce que c'est à travers le saisissement et l'étonnement. Donc on va porter une attention durable à ce qui nous a frappé. Joël Zask nous dit que c'est une épreuve de réalité qui va à l'encontre de ce qui se pratique parfois, où on a un certain déni de la réalité, ou du moins on remise la réalité de côté. Par exemple, devant le dérèglement climatique, il y a des gens qui admettent, ils disent oui, il y a un dérèglement climatique, mais en même temps, ils remisent ça de côté en disant on va trouver des solutions avec la technologie, il suffit de chercher. Donc, Joël Zask nous dit que l'admiration nous guérit de notre indifférence par rapport au réel. Alors, admirer comme explorer le monde. Après la surprise, donc, on a vu ça avec Descartes, on cherche à approfondir, à connaître, à se poser des questions. Donc l'admirateur est un expérimentateur et il n'a pas pour but une résolution qui clôturerait l'objet de son admiration, mais il a pour but un enrichissement et une connaissance. En fait, comme le vrai scientifique. Joël Zask cite le savant Réaumur qui a forgé ce concept de merveilleux vrai. Et pour Réaumur, qui a travaillé notamment sur les insectes, donc qui était pour lui un objet d'admiration, il sait que ses connaissances n'épuiseront jamais le réel. C'est-à-dire que ses connaissances scientifiques sur les insectes qu'il élabore petit à petit, il sait que ça ne dira jamais tout sur son admiration des insectes.
Et il y a une belle citation de Thoreau dans Walden, qui est donnée par Joël Zask. En même temps que nous brûlons d'explorer et d'apprendre toutes choses, nous exigeons que toute chose demeure mystérieuse et inexplorable. Donc l'admirateur, comme le scientifique, est un éternel apprenant. Admirer, enfin, c'est, au point de vue éthique, c'est se construire en tant qu'individu. Alors, souvent, nous avons un rapport avec l'extérieur qui a un rapport assez narcissique. En fait, nous projetons notre image. Par exemple, je reçois un mail d'un ami, je pensais être un ami, et puis je vois qu'il a dit quelque chose qui me paraît un peu dur, il n'a pas mis de smiley, et tout de suite je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, il m'en veut, pourquoi il m'en veut, donc on projette en fait notre image vers la personne. Alors elle cite à ce propos Joël Zask, un sociologue, Charles Horton Cooley, qui a forgé le concept de looking glass self, le moi miroir. Et justement, l'admiration va nous permettre d'échapper à cette projection de notre image et être émancipatrice. C'est une ouverture complète vers l'autre, un oubli de soi qui nous ouvre au monde. Et c'est un mouvement qui nous met en chemin. On pourrait convoquer là le devenir ce que l'on est de Nietzsche, dans le sens de me construire à partir de ce qui m'arrive. C'est aussi une thèse complètement pragmatiste. Voilà, en conclusion, donc l'admiration, c'est se mettre en route, c'est ne jamais se lasser des possibilités de l'émerveillement, c'est s'exposer et non se protéger. Et à ce propos, je ne peux pas m'empêcher de citer Spinoza. Dans la citation que je vais vous faire, Spinoza parle d'être affecté, d'affectation. Alors simplement, derrière ce terme, par l'affectation du corps ou de l'âme, c'est simplement être modifié par notre environnement, par les relations qu'on a avec l'extérieur. Donc, dans Éthique 4, proposition 38, Spinoza nous dit « Ce qui dispose le corps humain de façon qu'il puisse être affecté d'un plus grand nombre de manières, ou le rend apte à affecter les corps extérieurs d'un plus grand nombre de manières, est utile à l'homme, et d'autant plus utile que le corps est par là rendu plus apte à être affecté et à affecter d'autres corps de plusieurs manières, et nuisible au contraire, ce qui diminue cette aptitude du corps. » Donc, je terminerai par une invitation, soyons affectés, modifiés dans notre corps et dans notre âme, par l'extérieur, par les autres, par l'altérité, par le monde et sa diversité. C'est ce à quoi nous invite l'admiration. Je vous remercie. Cet affect modéré, quand même. Oui. Tout à fait. Est-ce que l'auteur prend l'admiration des mages comme exemple? Non, elle ne parle pas de l'admiration des mages. Alors, elle parle un petit peu de la religion, par contre, en disant que justement ce qu'on admire, en fait, c'est pas comment la personne a fait, parce qu'on ne sait pas, et elle dit par exemple un croyant, en principe, ce qu'il va admirer, c'est la création plus que Dieu, parce qu'il ne connaît rien sur Dieu. Donc c'est un peu comme mon exemple de Ginette Neveu, on peut admirer ces rares enregistrements du violon, sans savoir absolument comment elle faisait.
qui elle était. Je voulais savoir si elle parlait des dangers d'une admiration trop forte. Quelles sont les dérives? Oui. Alors, pour elle, si c'est trop fort, en fait, on va sortir de l'admiration pour elle. C'est une question de définition, de concept que l'auteur définit. Donc, par là même, elle définit les propres limites de l'admiration. Et lorsque c'est trop fort, pour elle, ça va être plutôt être de la fascination, en fait, de l'adulation. Et lorsqu'on admire trop, justement, que ça devient un poids, quelque chose qui nous écrase, à ce moment-là, pour elle, ça n'est plus l'admiration, parce que l'admiration, ça doit rester quelque chose qui nous émancipe. Mais par exemple, Spinoza, donc, que j'ai cité en conclusion, par exemple dans l'éthique, il parle très 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 peu de l'admiration. Pour lui, l'admiration n'est pas un affect déjà, et le seul moment où il parle de l'admiration, c'est justement pour dire que pour lui, ce qu'il entend par admiration, c'est justement le moment où on est figé sur quelque chose et justement ça empêche d'avancer. Donc pour lui, c'est pas du tout le même concept que celui de Joël Zask. Oui. Il me semble, M. Vidali, que quand vous avez pris le micro, vous avez parlé de l'admiration comme d'une affectation modérée. Un affect modéré, oui, c'est ce que j'avais dit. Alors voilà, ça m'interpelle. Je voudrais savoir si on doit tenir l'admiration comme une affectation modérée. À partir du moment où c'est une vertu qui nous émancie, qui nous tourne vers le monde, pourquoi la définir trop longtemps? Pourquoi la définir comme modérée? Oui. Alors, moi, je la voudrais extrême. Oui. Alors après, je pense que modérée, c'est dans le sens où elle n'est pas violente ou elle ne peut pas entraîner des dommages chez les autres, contrairement à certains affects, quoi. Dans les passions primitives là, que cite Descartes, l'admiration est la première, mais ensuite, par exemple, il y a l'amour. Bon, l'amour, ça peut être quelque chose de très violent et dangereux. Alors, par contre, effectivement, l'admiration, c'est pas quelque chose, par contre, de mou. Hein, on peut être passionné. Moi, je me suis posé la question après avoir lu ce livre, mais qu'est-ce que j'admire, moi? Et je me suis rendu compte que je raisonnais surtout. Enfin, c'était pas un terme que j'utilisais tellement. J'aurais plutôt dit avant, moi, je me passionne pour telle ou telle chose. Mais en fait, l'admiration, je trouve que ça ajoute quelque chose, quoi. Ça définit bien une progression. Il y a cette question d'étonnement qui est toujours présente, qui est intéressant. Donc on peut, quand elle cite Réaumur qui étudie les insectes, il a passé sa vie à ça et c'était quelque chose de très intense pour lui, quoi. Pierre, moi, si je pense à l'admiration, je pense en particulier au rapport des enfants à leurs parents ou à leurs maîtres, et je suis frappé par le fait que l'admiration engendre un processus d'identification ou de dynamique pour se transformer. Bon. Donc, ça peut rester modéré. Hein. Donc, est-ce qu'elle parle des effets transformateurs de l'admiration sur les personnes qui l'éprouvent? Ça, c'est ma première question. Et est-ce qu'elle fait une différence entre l'admiration pour des humains ou des œuvres humaines et l'admiration face à la nature, qu'il s'agisse du coucher de soleil
de la steppe ou que sais-je encore. Ouais. Alors, je vais commencer par ta dernière question. Non, elle ne fait pas de différence. Mais en cela, elle est très fidèle à John Dewey, dans le sens où John Dewey est un anti-dualiste forcené et un anti-classificateur forcené. Donc pour lui, chaque fois qu'on met des choses à part, qu'on dit ça c'est mieux que ça, ou etc. etc. Alors il en parle beaucoup pour l'esthétique, par exemple. C'est pour ça qu'il ne fait pas de catégorie. Même la catégorie qu'a fait Kant, beau, sublime, il dit bon, il ne voit pas trop l'intérêt que ça a. Pour lui, classifier, c'est mettre des barrières et empêcher la communication en fait entre les gens. Donc elle ne fait pas de différence. Alors après, ta première question sur les enfants, l'aspect formateur, transformateur, oui, ça c'est quelque chose d'essentiel. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant aussi sur le fait en fait qu'il y avait au départ un mouvement d'imitation en fait par rapport à la personne. Et alors ce qui pourrait paraître contradictoire avec le fait que dans l'admiration telle qu'elle le définit, on ne s'identifie pas comme dans la fascination ou l'adoration. Mais donc elle ne parle pas de cette manière en fait qu'on a de se transformer qui est par l'imitation. Mais par contre, effectivement, c'est vrai, oui, Spinoza parle de ça quand il parle parce que l'imitation est un des affects très importants chez Spinoza, et il cite comme exemple les enfants en disant, et une très belle formule qu'ils ont, l'enfant a un corps comme en équilibre, lorsque je ris, il rit, lorsque je pleure, il pleure. Et il y a bien cet aspect de transformation qui se passe à travers l'admiration. Merci. Si on déploie vraiment l'admiration complètement, si on n'en reste pas juste au fait de l'étonnement et de la joie.